experts et qui parfois demandent jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans pour être publié. C'est juste pour vous dire qu'un chercheur, lorsqu'il pond un article, il passe du temps à le préparer. Et souvent, notamment dans le domaine de la RSE, les articles qui sont publiés sous forme de recherche-intervention. Pas de recherche. Qu'est-ce que c'est que la recherche-intervention? La recherche-intervention, c'est un système qui s'établit entre le chercheur et l'entreprise pour répondre à une demande de l'entreprise, qui émane de l'entreprise. Et donc, il y a un protocole de recherche auquel doit se conformer le chercheur et l'entreprise pour répondre à cette demande. Souvent, il y a des connotations, souvent on croit que la recherche est uniquement théorique, qu'elle ne sert à rien, etc. Non, elle sert justement. La recherche a deux vocations, si vous voulez. Une vocation explicative, elle explique, par exemple, elle va chercher les déterminants d'une variable par une autre variable. Par exemple, on va chercher quels sont les déterminants de la gouvernance, d'une bonne gouvernance, ou quels sont les déterminants pour que la RSE soit un levier de gouvernance. Et donc le chercheur, il va trouver ces déterminants, chose que l'on ne peut pas savoir de façon intuitive. Il faut qu'il y ait une recherche pour que l'on identifie ces déterminants. Ça, c'est une finalité de la recherche. Mais la recherche peut être également prescriptive, c'est-à-dire que le chercheur peut accompagner l'université, l'entreprise, dans la mise en place par exemple, d'une façon de décider, d'une façon de mettre en place la démarche RSE, mais à sa façon, c'est-à-dire de façon à ce que l'on tire des enseignements qui soient généralisables à d'autres environnements. C'est pas de la consultation, c'est une autre façon d'accompagner l'entreprise. Et aujourd'hui, dans ce panel, nous avons donc à ma gauche, je vais commencer, excusez-moi les mesdames, voilà, parce que Adil Cherkaoui est un professeur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'entreprise et qui ne travaille que sur la RSE. C'est tout ce qu'il fait. Et il ne fait rien que ça. Il ne fait que travailler sur la RSE. Et nous avons Adil Al-Amri, qui est professeur habilité à l'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida et qui travaille sur l'empreinte carbone. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il ne travaille que sur l'empreinte carbone. Et c'est la raison pour laquelle je les ai invités, justement pour qu'ils exposent ce qu'ils savent faire, justement, au monde de l'entreprise. Nous avons également, j'ai eu plaisir aujourd'hui de connaître Madame Miriam Sqat, qui est ingénieure textile, responsable qualité et qui est enseignante depuis 26 ans, experte nationale de la pédagogie APC, approche par compétence depuis 20 ans. Elle est experte internationale de la commission des titres d'ingénieur pour auditer les écoles d'ingénieurs françaises, conformément au référentiel de la CTI, consultante dans le domaine de la colorimétrie et de la pédagogie et chercheur dans le domaine de recyclage de la laine marocaine. Et nous avons bien sûr Madame Fadma Aitmos, que vous avez eu l'occasion de connaître, qui est sociologue et qui est chargée de mission auprès du président pour promouvoir la recherche en sciences sociales au sein de l'université, parce que nous sommes en retard en matière de recherche en sciences sociales pour des raisons historiques, d'accord, qu'on n'a pas l'occasion
ici d'évoquer. Alors sans plus tarder, je vais poser la question d'abord à C. Adil Chakraoui, puis à C. Adil Lamri, pour qu'il nous fasse un panorama, une synthèse, une brève synthèse des recherches qu'il a faites sur la RSE, dans le domaine de la RSE, sur le contexte marocain, et qui nous donne des exemples d'entreprises avec lesquelles il a travaillé ou sur lesquelles il a travaillé. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'association RSO Maroc d'avoir initié cet événement qui a pour but de faire rapprocher le monde académique avec le monde des entreprises. Et effectivement, en tant que professeur des sciences de gestion, donc, et d'après toutes les recherches que j'ai effectuées, j'ai constaté qu'il n'y a pas de dichotomie entre le monde universitaire et le monde d'entreprise dans la mesure où la gestion est à la base une réalité qui a été théorisée. Vous vous rappelez, je dirais, de Taylor, un des initiateurs de l'organisation scientifique de travail. C'était un ingénieur à l'origine et qui a appliqué les méthodes scientifiques d'ingénierie pour organiser le travail. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons initié tout un ensemble de pensées managériales. Et effectivement, de plus en plus aujourd'hui, en tant que chercheurs, le premier intérêt qui nous interpelle, c'est d'abord l'intérêt managérial. Et aujourd'hui, aucun sujet de thèse, aucun sujet de mémoire ne peut être validé s'il ne répond pas à double contrainte. La première contrainte, c'est justifier de l'intérêt académique et théorique pour la communauté scientifique. Et la deuxième contrainte, c'est de côté de la réalité des entreprises, puisque de plus en plus nous sommes dans la recherche appliquée, c'est-à-dire une recherche qui tient compte de la réalité de nos entreprises, de nos organisations, et qui s'adresse particulièrement à ces entreprises et à ces organisations. À partir de là, donc, la responsabilité sociétale des organisations représente aujourd'hui une des thématiques les plus citées dans les grandes bases de données scientifiques, Scopus, Web of Science, Kern. Il y a un vrai engouement pour les recherches autour de la responsabilité sociétale d'organisation dans toutes ses facettes. Comme vous le savez, aujourd'hui, quand on parle de la RSO, c'est un ensemble de pratiques qui interpellent toutes les fonctions d'entreprise, parce qu'il touche à la fois le volet social, le volet sociétal, le volet environnemental et le volet de gouvernance. Et le point de départ de mes recherches était principalement ma thèse de doctorat, qui a porté sur les facteurs déterminants des pratiques RSE des entreprises au Maroc, à travers une étude mixte à la fois qualitative et quantitative sur un échantillon de 250 entreprises marocaines, où on a essayé de comprendre, d'abord à travers une étude qualitative exploratoire, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer l'intérêt ou les motivations pour les entreprises marocaines à opter pour les pratiques RSE. Et en termes de synthèse des principaux résultats, nous avons regroupé ces facteurs selon trois dimensions principales. Il y a une dimension contextuelle qui explique la position d'entreprise par rapport à son écosystème et son contexte d'affaires. Par exemple, le degré d'internationalisation, l'intensité de la régulation. Vous avez vu au Maroc, par exemple, l'autorité marocaine des marchés de capitaux a imposé un bon nombre d'obligations pour les sociétés cotées en bourse, d'avoir l'obligation de communiquer à la fois l'information comptable et financière, mais également l'information ESG à travers la modification de la circulaire 3/2019 et qui impose l'obligation pour le reporting ESG. Et on a constaté que, au regard au pouvoir de régulation qu'on peut avoir dans certains secteurs, certaines entreprises se trouvent dans l'obligation de suivre au regard à ces contraintes. Deuxième exemple, dans le secteur bancaire, par exemple, la Banque centrale, Banque du Maghreb, aujourd'hui a lancé pas mal d'initiatives qui cherchent à promouvoir la durabilité dans le secteur bancaire, et elle-même, elle avait même publié son premier rapport de RSE pour qu'elle s'explique publiquement sur son engagement en tant qu'institution financière, sur les questions qui l'interpellent, notamment l'inclusion financière, la promotion des instruments de la finance durable, l'encouragement des financements des projets à impact social, à impact environnemental. Bref,
les autorités de régulation ont joué un rôle fondamental en matière de la diffusion et de la promotion des pratiques RSE au niveau de pas mal de secteurs au Maroc. Deuxième variable, on avait également constaté le degré d'ouverture, l'internationalisation, puisque de plus en plus les entreprises marocaines qui interagissent avec le reste du monde se trouvent obligées de rendre compte sur leur engagement en matière extra-financière, notamment l'aspect social, sociétal, environnemental et de gouvernance. Et là encore, il y a des bailleurs de fonds étrangers qui sont exigeants en matière de reddition des comptes et de reporting extra-financier. Il y a également des clients étrangers, des fournisseurs étrangers qui peuvent être regardants sur les conditions de travail, sur le respect de la législation en vigueur, sur l'éthique, sur la bonne gouvernance. Et c'était également une variable déterminante qui explique pourquoi aujourd'hui certaines entreprises vont s'intéresser effectivement à l'adoption des pratiques RSE. Troisième variable, notamment dans le contexte, c'est la sous-traitance. Nous avons également fait des études de cas uniques sur pas mal de PME marocaines qui se sont retrouvées intuitivement engagées dans des pratiques RSE grâce à leur donneur d'ordre, notamment quand il est étranger. Et dans le cas de cette sous-traitance, aujourd'hui, une des thématiques qui anime la recherche scientifique, c'est l'approvisionnement responsable, dans la mesure où l'entreprise engagée en matière de la responsabilité sociale devrait être également un véritable catalyseur de la diffusion de ces pratiques auprès de sa chaîne de valeur, notamment la chaîne d'approvisionnement, en essayant de promouvoir les achats responsables. Et nous avons constaté à travers un bon nombre d'études de cas auprès de PME marocaines qui se sont engagées grâce justement aux relations de sous-traitance qui imposent certaines obligations en matière sociale, sociétale, environnementale et de gouvernance. Quand on parle d'innovation, ce n'est pas au sens radicaliste du terme. De plus en plus, l'innovation est à caractère social. Notamment, je parle de l'innovation frugale, comme vous l'avez interpellé dans votre présentation, dans le contexte africain, au regard aux faibles moyens ou aux faibles ressources dont on dispose, les PME, les entreprises peuvent innover dans la limite de leurs ressources et de leurs moyens. Et l'innovation frugale également peut être un véritable champ de recherche qui permette de diffuser des pratiques RSE contextualisées. Et d'ailleurs, l'intérêt théorique, justement en parlant de l'intérêt théorique de ces travaux, c'est d'abord la nuance conceptuelle. Tout à l'heure, il y avait une question parmi les participants concernant l'obligation dans le Maroc de respecter la législation. Et effectivement, nos travaux que nous avons menés dans le contexte marocain ont confirmé que la responsabilité des entreprises passe d'abord par la légalité. Parce que nous sommes dans un environnement où, à faible gouvernance, pour ne pas dire des mots politiquement interpellants, et qui fait qu'aujourd'hui, respecter la loi n'est pas un acquis dans nos contextes respectifs. Et effectivement, l'une des conclusions qui nous ont interpellés en tant que chercheurs, c'est qu'il faut nuancer la portée des concepts au regard aux réalités contextualisées. Et d'ailleurs, j'emprunte souvent une approche des sociologues, la théorie d'encastrement, qui fait que la réalité de l'entreprise, elle est encastrée dans des réalités sociales, culturelles, politiques, juridiques, et par conséquent, la responsabilité sociétale est un concept encastré dans des réalités spécifiques et elle est à contextualiser. Et c'est pour cela que parmi les défis de la recherche scientifique, c'est comment réfléchir sur la contextualisation des dispositifs normatifs qui sont fournis par ce qu'on appelle dans notre langage la littérature grise, notamment les agences de normalisation et les acteurs professionnels, dans la mesure où c'est très difficile de standardiser les normes, parce que chaque entreprise est une réalité différente. Et aujourd'hui, j'ai une thèse que j'encadre à l'université. Nous avons un laboratoire de recherche sur la gouvernance des organisations, dans lequel il y a toute une équipe de recherche sur la responsabilité sociétale des organisations. Et cette thèse cherche à construire une métrique contextualisée pour mesurer l'impact social, sociétal, environnemental des pratiques RSE, parce que les études que nous avons menées jusqu'à présent montrent que la plupart des entreprises au Maroc sont dans une logique de philanthropie, de mécénat et de discours. Et on a du mal à justifier de l'effectivité des pratiques RSE et de l'impact que ces pratiques génèrent en matière sociale, sociétale et environnementale. Et c'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui sur la construction d'une métrique adaptée, contextualisée en regard à plusieurs facteurs, notamment le secteur d'activité, parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact
environnementale d'une banque par rapport à une entreprise industrielle, ou par rapport à un cabinet de formation, ou par rapport à une université. Il y a également la dimension économique. On ne peut pas mesurer l'impact et les indicateurs suivant que l'entreprise est une grande entreprise ou une très petite entreprise. Il y a également la localité, comme vous l'avez interpellé, l'ancrage territorial, le territoire d'implantation qui est aujourd'hui une véritable partie prenante, qui est dans l'attente et qui a vraiment pas mal de défis à imposer parce qu'aujourd'hui, réfléchir sur les enjeux et les pratiques de RSE n'est plus un luxe, c'est vraiment une obligation parce que les expériences même au Maroc, le boycott, le printemps arabe, les mouvements de Gerada, nous ont fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux risques inhérents à la responsabilité sociétale d'entreprise et c'est pour cela que les organes de gouvernance sont interpellés. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le devoir de vigilance du conseil d'administration et des administrateurs qui doivent être un véritable catalyseur de l'intégration et du développement de cette pratique de responsabilité sociétale parce que la réussite de la mise en place d'une telle démarche est conditionnée par l'adhésion du top management et par l'intervention des organes de gouvernance. Et l'expérience de la SAMIR nous a interpellés sur la responsabilité civile et pénale des administrateurs qui doivent œuvrer dans l'intérêt social, dans l'intérêt général de l'entreprise. Et aujourd'hui, la RSE n'est plus, je dirais, une option, c'est vraiment une obligation au regard aux différentes mutations que connaît l'environnement. Et aujourd'hui, il y a pas mal de travaux de recherche, il y a vraiment une richesse, voilà, il y a un foisonnement de travaux et qui touche tous les volets. Sur le volet social, par exemple, il y a des études sur la diversité. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de la parité, mais sous un angle RSE, on n'est pas forcément pour l'égalité statistique, on est pour l'égalité des chances, de manière à éviter la discrimination et à favoriser l'inclusion. Et on n'est pas vraiment dans le quota ou dans les statistiques en termes d'égalité. Il faut donner à tout un chacun le mérite qu'elle a sur la base des critères objectifs. Et c'est pour cela que la responsabilité sociétale a impacté également les travaux de recherche sur la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on parle d'une GRH socialement responsable qui intègre l'égalité des chances en termes de droits, de traitement et d'avancement professionnel et la lutte contre les discriminations dans le cadre d'une diversité et d'inclusion qui reconnaît la méritocratie indépendamment de toute considération liée au genre, à l'orientation sexuelle, aux convictions religieuses, c'est-à-dire aux droits humains tels qu'ils sont universellement reconnus. Et également, il y a le respect des droits humains en entreprise. La liberté syndicale, par exemple, est une thématique qui émerge aujourd'hui. La protection des groupes vulnérables. Vous avez parlé des personnes en situation de handicap, une thématique très oubliée au niveau du contexte à la fois académique mais également professionnel. Et aujourd'hui, les entreprises socialement responsables sont très attendues par rapport à leur rôle en matière d'inclusion des personnes vulnérables, les ex-détenus, les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes diplômés. Et donc il y a pas mal d'interpellations sur ces volets. Il y a également le volet sociétal, donc tout ce qui est engagement à l'égard des riverains, des communautés, le respect de la saine concurrence, la promotion de la responsabilité auprès des fournisseurs, des prestataires, pour que l'entreprise crée tout un écosystème en faveur de la durabilité, en faveur de la responsabilité sociétale. Il y a également l'aspect lié à la finance, puisque de plus en plus, il y avait des réticences de la part des dirigeants et des chefs d'entreprise qui ne voyaient pas l'intérêt économique et financier de ces pratiques et on était obligés, en tant que chercheurs, de publier des études économétriques pour mesurer l'impact que la responsabilité sociale peut générer à l'amélioration de la performance financière. Et personnellement, j'ai publié pas mal d'articles pour montrer qu'aujourd'hui, s'investir dans les pratiques RSE n'est pas à l'encontre des objectifs de la rentabilité économique financière. Au contraire, la responsabilité sociétale est un des leviers qui renforce cette performance financière, bien qu'aujourd'hui, en termes de gouvernance, la création de valeur n'est pas attendue du côté exclusivement actionnarial. Il y a également de la valeur sociale que l'entreprise doit créer, que doit rendre compte auprès de son public et de son environnement. Il y a de la valeur sociétale, il y a de la valeur environnementale. Il y a vraiment un élargissement de la conception des dispositifs de gouvernance en intégrant les attentes des parties prenantes, en passant d'une approche moniste orienté actionnaire, investisseur ou bailleur de fonds, à une approche pluraliste qui intègre toutes les parties prenantes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même être synthétique pour ne pas déborder sur le temps. Les recherches
que Sir Adil dont il a parlé sont des recherches dont la finalité est explicative. Mais il y a des recherches dont la finalité est prescriptive. J'y arrive, parfois c'est la fatigue. Et la prescription veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Il y a des entreprises qui ont développé des procédures de décision d'investissement. Mais avec l'intégration de la RSE, c'est-à-dire leur inscription dans une démarche de RSE, ils n'ont pas su comment juger un projet inscrit dans une perspective de développement durable à l'aide d'une procédure de décision d'investissement qui est fondée sur la rentabilité purement financière. Donc le but d'un travail de recherche, c'est quoi? C'est de trouver d'abord, d'identifier les critères à intégrer dans la procédure et d'imaginer une méthode qui va permettre d'agréger tous ces critères pour sortir avec une décision. Et ça, c'est un travail colossal qu'on a fait auprès d'une grande entreprise marocaine. Et ça, c'est de la prescription. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tous les travaux que Sir Adil a exposés, c'est des travaux explicatifs. Par exemple, quand il parle des déterminants de la RSE, c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine une entreprise, quelles sont les variables qui poussent une entreprise à s'inscrire dans une démarche RSE. Ça, c'est un travail explicatif. Par exemple, quand il a dit quels sont les effets de l'innovation sur les pratiques RSE. Donc, il va identifier l'impact de l'inscription dans un processus d'innovation sur la pratique RSE. Et donc, ça, c'est un travail explicatif. Mais il y a des travaux prescriptifs, comme je l'ai dit, qui consistent à accompagner l'entreprise dans une pratique ou dans une démarche ou dans une politique et avec la manière du chercheur et non pas avec la manière du consultant. Alors je vais passer la parole, monsieur, maintenant à Sir Adil Amri pour qu'il nous parle de ses travaux sur l'empreinte écologique. Merci beaucoup, monsieur le président. Cher éminent professeur Sidi Abdelmajid Belessoul, c'est une fierté pour moi-même de siéger dans le panel, dont le président et le professeur Abdelmajid Belessoul. C'est une sommité de grand calibre au niveau international. Sidi Abdelmajid Belessoul n'épargne pas ses efforts de nous aider, tant sur le plan scientifique, bien sûr dans le cadre de la relève, bien entendu que dans le cadre académique. Merci beaucoup Sidi Abdelmajid. Et également, je suis très fier, aujourd'hui je suis très ravi de siéger à côté des éminents intervenants, la Mariam, la Fatma, Sidi Adil, Smir Aziza. Et je tiens également à féliciter Sidi Aziz Derj, président de RSE au Maroc, pour ce franc succès de la 6e édition de RSE et bien entendu l'impact de la RSE sur la gouvernance des entreprises. Chers collègues, chers éminents intervenants, chers doctorants, chers masterants, chers assistants. Donc je me présente, je suis Adil Ali, enseignant-chercheur à la Business School des Jadida, École nationale de commerce et de gestion, UNCG Jadida, Université Chouaïb Kali. Et c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous, comme a dit l'éminent professeur Sidi Abdelmajid Belessoul, l'état de mes travaux de recherche, bien entendu, qui a porté sur un aspect novateur, à savoir l'empreinte carbone, mais bien entendu sous l'angle de la finance, à savoir une nouvelle finance, à savoir c'est la finance carbone. Alors, c'est quoi la finance carbone? Et c'est le point de départ de mon intervention. En fait, chère assistance, chers collègues, comme vous savez, le protocole Kyoto a été ratifié en 1997 par la majorité des pays au niveau international. Bien entendu, sous l'égide des Nations Unies, au niveau des changements climatiques. Et c'est le point de départ, le protocole de Kyoto, donc c'est une référence. Le protocole de Kyoto, c'est un guide au niveau international pour que toute la communauté scientifique, bien entendu, et également la communauté d'affaires au niveau international, respecte l'environnement et la planète. Bien entendu, la planète pour nous et pour les générations futures. Et bien entendu, le protocole de Kyoto englobe
opérationnellement parlant, 3 mécanismes, en fait. Si vous voulez, trois piliers, d'accord, pour opérationnaliser la chose. En fait, il y a le premier mécanisme que je commence, c'est le mécanisme de permis d'émission échangeable. C'est-à-dire qu'on va inciter au niveau international les entreprises, mais surtout les acteurs industriels. Parce que les acteurs industriels, ce sont les acteurs qui font plus de la pollution, et notamment de la pollution et des émissions des gaz à effet de serre, à savoir le gaz le plus nocif au niveau international, à savoir le CO2. Donc, ce premier mécanisme, à savoir les permis d'échange négociables, c'est-à-dire on va s'inspirer de la bourse traditionnelle, d'accord, là où il y a des émissions, des titres, bien sûr, qui sont vendus et sont échangés, négociés sur une place de marché, sur un marché financier. Et on va mettre la même chose, mais c'est une bourse carbone. C'est-à-dire, au lieu de vendre et d'acheter des titres de participation dans des sociétés, on va acheter, on va récompenser l'effort des entreprises qui ont, en fait, c'est le passé, qui ont respecté un certain niveau de plafond. D'accord? Et bien entendu, ce premier mécanisme a été opérationnellement déployé, implémenté au niveau de l'Union européenne, à partir de 2005. Donc 2005, c'était la première expérience de la bourse carbone européenne, à savoir European Union Emission Trade Chain. Donc c'est une bourse, mais une bourse carbone. D'accord? Donc c'est l'Union européenne qui a initié l'opérationnalisation du protocole de Kyoto. Donc, voilà ça, c'est le premier mécanisme que je vais revenir sur le premier mécanisme. Deuxième mécanisme dans le cadre du protocole de Kyoto, c'est-à-dire ce qu'on appelle le MOC, c'est-à-dire des mécanismes d'œuvre conjointe, c'est-à-dire la France, un pays développé, mais va pas investir dans un pays africain, non, va investir dans un pays également développé, c'est-à-dire la France va investir dans la Grande-Bretagne. Ça, c'est-à-dire qu'un pays développé va investir dans un autre pays développé, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'œuvre conjointe. D'accord? Et en fait, il y a le dernier mécanisme du protocole de Kyoto, à savoir le mécanisme de développement propre, le MDP. C'est-à-dire, un pays industrialisé, développé, doit obligatoirement investir dans un pays en voie de développement. Par exemple, je prends toujours le cas, par exemple, l'Espagne va faire des projets de réduction des émissions à effet de serre, notamment le CO2, au niveau du Maroc, ainsi de suite. D'accord? Voilà, grosso modo, chère assistance, le protocole de Kyoto. Donc, je vais revenir pour le cas marocain et je vais faire, dans le cadre de mon intervention, un benchmark du cas marocain par rapport au cas, bien sûr, étranger, à savoir la bourse carbone européenne. Donc, pour le cas marocain, donc le point de départ, c'était ma thèse de doctorat qui s'intitule La finance carbone à l'épreuve du management responsable, stratégie, structure et bien entendu performance. Donc j'ai essayé de tester dans le cadre de ma thèse doctorale deux cas. Le cas marocain et initialement j'avais testé le cas européen aux yeux de la bourse carbone européenne. Donc pour le cas marocain, dans le cadre de ma recherche doctorale, donc les résultats étaient les suivants. À savoir, au niveau marocain, on a testé les variables de ce mécanisme de développement propre et on a trouvé, dans le cadre de la finance carbone, on a trouvé qu'au Maroc, c'est validé que la variable ou le mécanisme de développement propre pour le cas marocain, puisqu'on n'a pas un marché réglementé, que ce soit un marché domestique ou un marché africain. Ça, de un. Et également, on a trouvé qu'il y a une autre variable valable pour le Maroc, à savoir la certification qualité environnementale, notamment ISO 26000, c'est valable pour le cas marocain, à côté des NRE, les nouvelles régulations économiques pour le Maroc. Ça, pour le Maroc, on a validé ça. Pour le cas, bien entendu, c'est le seul cas qu'on avait, c'est le cas européen, c'est-à-dire la bourse carbone. Donc la bourse carbone a passé par des étapes, d'accord? Ce sont des époques, des étapes. C'est comme un bébé, d'accord? Il y a l'étape de bébé, puis l'étape enfant, puis l'étape adolescent, ainsi de suite. C'est la même chose. Donc le départ, c'était 2005, c'est la période de la première phase. C'est la 2005-2007,
pour l'Union européenne, pour la bourse carbone européenne, c'était une phase test. On teste ce marché, bien sûr, c'est l'application du protocole Kyoto au niveau européen. Donc, et on a trouvé dans le cadre de nos recherches, en fait, à l'époque, que cette première phase a été influencée, c'est une phase test, à titre de rappel, et a été influencée par une seule variable, à savoir l'intégration de l'information au niveau de ce marché. Et comme vous savez, c'est comme le marché financier traditionnel. Là, il y a une information comme ça, donc on peut avoir la flambée des prix, on peut avoir l'inverse, d'accord, la baisse des prix. C'est la même chose. C'était la variable, l'influence l'intégration des informations dans le cadre de cette bourse carbone. Par exemple, l'information, le prix du pétrole va augmenter. C'est une information. Donc, les prix de ces actifs à échanger également seront impactés également. Donc, la première phase, grosso modo 2005-2007, puis le marché se développe. Oui, c'est bien pour l'Europe, on a bien appliqué le premier mécanisme du protocole, ça va, c'est bien marché. Deuxième phase de ce marché carbone, c'est 2008-2012. Et malheureusement, c'était, comme vous savez bien entendu, c'était 2008-2012, c'est la période de la crise subprime. Exactement, c'était une crise financière. Et c'est la seule variable qui a impacté également ce marché. Donc c'était la deuxième phase, la phase 2 de ce marché carbone. Puis le marché se développe. La phase test, puis la phase bébé, si vous voulez, d'accord. Puis troisième phase. Donc les Européens ont décidé de faire une troisième phase de ce développement de ce marché. La troisième phase, c'était de 2013 à 2020. Et comme vous savez, chère assistance, c'était vers 2020, c'était la crise Covid, la crise sanitaire, qui a impacté ce marché. La dernière phase actuelle, c'est de 2021 à 2030, et c'est la quatrième phase de développement de ce marché. Comme vous savez, cette phase a été impactée ce marché carbone a été impacté par la crise énergétique qui a rué de l'énergie avec la crise russo-ukrainienne, etc. Donc, je vais revenir sur le principe de ce marché, ça pour le cas européen. Donc, en fait, opérationnellement parlant, c'est un marché communautaire au niveau de l'Union européenne, et chaque année, il y a une commission qui fixe des plafonds à ne pas dépasser. Ce sont des plafonds de la tonne CO2, parce que les CO2, ce gaz est mesuré, les émissions de ce gaz sont mesurées par la mesure tonne CO2 équivalente, d'accord? Donc chaque année, cette commission plafonne cette unité, et comme ça, les entreprises qui dépassent ce plafond doivent acheter, et les entreprises qui ont respecté doivent vendre, et c'est le gain de l'argent à travers la finance de carbone. Donc voilà, grosso modo, sans accaparer de la parole, voilà mes recherches ont porté, comme a dit l'éminent professeur Sidi Soul, sur l'empreinte carbone, mais bien entendu sous l'angle finance, une nouvelle finance, c'est la finance carbone ou la finance climat, bien entendu. En fait, je vais être un petit peu pratico-pratique. Donc j'aurais bien aimé rencontrer ce beau monde il y a 3 ans. Parce que dans la stratégie de l'école 2021-2026, donc il y avait comme point important la certification internationale, obtention d'une certification internationale de l'école. Et j'ai été nommée responsable qualité. Et donc on a choisi la certification par la commission des titres d'ingénieur pour l'obtention du label EURES. On vient de la voir, nous sommes la première école d'ingénieurs publics nationale à obtenir un label international. Mais ça a été du travail acharné. Donc moi, la RSE, je regardais le référentiel et on insiste beaucoup, c'est carrément tout un chapitre sur la responsabilité sociétale. On a commencé par le commencement, j'ai organisé des séances de sensibilisation. Nous avons invité des universitaires pour faire des petites conférences sur la responsabilité sociétale et environnementale pour le personnel de l'ESID et pour les étudiants.
Donc, juste après, nous avons défini, en même temps, on voulait mettre en place l'ISO 21001, qui nous a aidés aussi. On a mis notre politique qualité, la cartographie des processus, identifier les processus, les pilotes des processus, ça nous a aidés. Il fallait faire un état des lieux. Donc, c'est vrai, comme a dit monsieur, on a beaucoup de bonnes pratiques. La RSE, c'est d'abord de la bonne pratique. Ben, il faut mettre en valeur ces bonnes pratiques pour pouvoir rédiger notre rapport RAE, le rapport d'auto-évaluation qu'on devait remettre à la CPI. Donc, au début, l'ESIT, elle a choisi depuis 2002 de choisir la pédagogie approche par compétence. Approche par compétence, c'est d'abord répondre aux besoins des industriels. Tous les programmes de l'école sont développés selon l'approche par compétence. Ça, c'est un point RSE, parce qu'on est agile. Donc, on est agile, on répond aux besoins et les programmes sont dynamiques. On n'a pas de programme statique. Donc, les actions qu'on a mis en place, donc, premièrement, on a mis en place un comité RSE. Le comité RSE qui est composé des pilotes des processus et aussi nous avons des étudiants qui font partie de ce comité RSE. Alors, ce comité, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire déjà premièrement le bilan RSE et mettre en place le plan d'action RSE et le suivi de ce plan d'action. On a un premier bilan RSE 2021-2022 qu'on a, parce que pour le référentiel pour la CTI, il faut répondre aux exigences avec des éléments de preuve. À chaque fois, il faut des éléments de preuve. Donc, on a rédigé notre bilan RSE, on a mis en place une charte RSE et une autre charte qu'on a appelée charte s'orienter client. Le client, il y a 3 types de clients, le client interne, le client externe et l'étudiant, parce que tout est basé sur l'étudiant. Et tout le personnel de l'ESIT, il a participé à l'élaboration de cette charte s'orienter client. Alors, donc, il y a à l'école, parmi les éléments qu'on a mis en valeur, notre département service aux entreprises. Dans le département service aux entreprises, le rôle de ce département, c'est d'accompagner les entreprises. Et aussi, nous avons le pôle Executive Education pour la formation continue des entreprises. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de la RSE. Donc, en collaboration aussi avec l'ANAPEC, l'ESIT a participé à la formation qualifiante pour la conversion des diplômés chômeurs. L'ESIT a mis en place aussi un comité de lutte contre le harcèlement sexuel, mise en place d'un service RH depuis une dizaine d'années pour l'organisation et le développement des ressources humaines. Et il s'occupe aussi de l'ingénierie de formation annuelle. On a une ingénierie de formation annuelle et il organise pas mal d'actions pour le bien-être du personnel. Nous avons annuellement une semaine de bien-être pour les collaborateurs. Donc, on a aussi mis en place, il y a 8 ans, une caisse, c'est la caisse de soutien pour assister tout le personnel de l'école. Nous avons aussi une association des femmes de l'ESIT, dont je suis la vice-présidente, qui fait pas mal d'actions sociales. Donc aussi, sur le plan pédagogique, l'hybridation de 25% de l'ensemble de la formation pour offrir un environnement d'apprentissage plus collaboratif à l'étudiant. Et on a mis en place le centre, le CAPN, le centre d'appui à la pédagogie numérique, et aussi un espace e-learning. Pourquoi? Parce que maintenant l'étudiant il dispose de 25% de son temps. Et tous les fascicules, toute la documentation, elle est mise dans l'espace ESIT e-learning. On n'a plus de photocopie. Donc il y a sur l'espace toute la documentation, l'étudiant il peut travailler à son rythme. Depuis quand même une dizaine d'années, l'école est parmi les premiers établissements à mettre en place un Career Center. Le Career Center, il s'occupe de l'insertion des étudiants. Actuellement, après 6 mois d'obtention du diplôme, nous avons un taux d'insertion de 92%. Et le Career Center, sa vocation, c'est uniquement l'insertion des lauréats. Alors, ce qu'on a ajouté cette année, ça c'est nouveau, tous les projets de fin d'études, sans exception, pour le cycle ingénieur, ils doivent développer un chapitre sur le lien de leur projet par rapport à la RSE. Donc, dans le rapport de fin de formation, ils doivent parler du lien du projet par rapport à la RSE et même au moment de la soutenance, au moins un slide sur le lien du projet par rapport à la RSE. Donc aussi,
Nous avons un système de communication via Conosis qui permet aux étudiants de voir en temps réel leur planification. Ils ont accédé à leurs notes et toutes les informations passent par cette plateforme Conosis. Alors aussi, nous avons les modules relatifs à la compétence prendre en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et éthiques qui représentent 27% des modules enseignés, et les modules relatifs à la compétence maîtriser les outils de l'innovation, créativité et conception industrielle intégrant les aspects techniques, économiques et environnementaux qui représentent 43% des modules enseignés. Aussi, le département recherche, on a pas mal, quand même une quarantaine de sujets qui travaillent sur le recyclage des textiles. Moi-même, je travaille sur le recyclage de la fibre de la laine. Je viens de faire 2 publications et un brevet pour mettre en valeur la fibre de laine marocaine. Donc, aussi, dernièrement, donc, des experts de l'école, en collaboration avec un club de l'ESID, c'est le club d'étudiants ESSOR, qui a lancé un baromètre, c'est le baromètre RSE, au niveau national pour mesurer les positionnements des entreprises au Maroc par rapport aux attentes des parties prenantes. La particularité de ce baromètre, il touche à tous les volets social, sociétal, environnemental et de la gouvernance. On vise en fait 600 entreprises. Le livrable, en fait, c'est un état des lieux qui contient, entre autres, les bonnes pratiques et les recommandations.